Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Dans Musique Culte, Patrick Duché poursuit la saga de Nick Cave. Il s'agit du 8e épisode. Dans ces 10 minutes chroniques, Catherine Desormières parle de Basquiat. Quant à Annie Drogo, dans ses lieux-dits, elle interviewe Marius Cuillet. Musique Culte saison 6, épisode 8. Il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave. Aujourd'hui, c'est Push the Sky Away. I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating, I'm glowing, yeah, look at me now, I'm transforming, I'm vibrating, look at me now. Yes, I am flying, I'm vibrating, look at me now. Avec Push the Sky Away, Nick Cave a indubitablement réalisé le chef-d'œuvre de la seconde moitié de sa carrière. En effet, tout dans cet album de 9 titres seulement est sublime. Il était temps. L'album vient 5 ans après le précédent, le très enlevé Dig Lazarus Dig, et l'épisode Grinderman 2 de 2010. Globalement, c'est une alternance entre des ballades mélodieuses comme Mermaids, que nous entendrons tout à l'heure, et la chanson éponyme au titre de l'album, mais aussi des morceaux plus nerveux qui se prêtent particulièrement bien à des interprétations en live. Je garde ainsi le souvenir indélébile de Jubilee Street lors du concert donné aux Nuits de Fourvière de Lyon en juillet 2013 avec un Warren Ellis complètement possédé, jetant furieusement sa guitare blanche au sol avant de s'empoigner ensuite de son violon, tandis que Cave gesticule sur le devant de la scène en faisant des moulinets avec des jambes interminables. Le groupe, très soudé, se met à l'unisson de son leader, prodiguant des sonorités tantôt douces, mais capables de passer en un clin d'œil au rock le plus saignant. Les adorateurs du premier rang ont même pu récolter la sueur de Saint Cave, alors qu'il leur marchait littéralement dessus, se faisant porter à bout de bras, comme à Glastonbury où il rejoignit une jeune femme au beau milieu de la foule, juchée ainsi sur le public. On note aussi le retour du bassiste historique Barry Adamson. L'album a été enregistré dans le sud de la France, dans les studios La Fabrique, à Saint-Rémy de Provence, studio créé en juin 2008 par l'ingénieur du son Hervé Le Guil. Le studio abrite également la collection du critique musical et homme de télévision Armand Panigel, soit près de 200 000 disques vinyles de musique classique. L'ambiance fut particulièrement propice et inspirante. En 2020,
Cave déclaré à Rock et Folk, « J'y suis allé faire une première visite avant de le réserver, puisque, comme nous allions y vivre, il fallait que ça en vaille la peine, que ce ne soit pas un taudis. Il y avait quelque chose de magique dans l'atmosphère là-bas, on s'y est immédiatement plu. C'est rare en studio. Ça m'a rappelé le studio Ferber à Paris, qui était aussi un bel endroit. La fabrique est installée dans une vieille ferme française avec un jardin et un magnolia. C'était très beau. Et le studio possède la 2e plus grande collection de vinyles classiques de France. Sur cet album, tout a coulé de source. Tout a semblé très naturel. On avait l'impression de tous respirer le même air, on avait un même objectif qui était d'enregistrer un bel album. Il n'y avait pas de conflit, c'était étrange. En général, au cours d'un enregistrement, il y a toujours un peu de sang et de tripes. Parfois, c'est un champ de bataille. Pas pour celui-là. À noter que Warren Ellis, parfaitement francophile, s'occupa de piloter la chorale des enfants de l'école Saint-Martin. On note aussi un nouvel arrivant dans la troupe des mauvaises graines, en la personne du guitariste anglais George Vestica. Back into the sea. All the ones who come, and all the ones who go down to the water. And all the ones who come, and all the ones who go down to the sea. I believe in God, I believe in mermaids too, I believe in 72 virgins on a chain. Why not, why not? I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean, at the bottom of the rain. Le morceau de bravoure de l'album est sans doute Higgs Boson Blues, un titre étrange évoquant une particule élémentaire découverte en 1964, notamment par le physicien britannique Peter Higgs. Comment interpréter des paroles qui évoquent tour à tour Miley Cyrus et son personnage de Hannah Montana, le bluesman Robert Johnson, une balade en voiture jusqu'à Genève, des guerriers Mai, déroutant, isn't it? Les thèmes de prédilection de Cave ont aussi évolué. Le chanteur est désormais soucieux de l'état du monde, des méfaits de la technologie, du devenir des enfants. Jean-Daniel Beauvalet des Un Rock note que Push the Sky Away joue sur les émotions et les tensions, soulignées par des silences qui sont plus forts que des instruments. À ce titre, la conclusion du morceau titre est parfaite. Certains disent que c'est du rock'n'roll, mais cela vous touche jusqu'au plus profond de votre âme. Le disque connaîtra plusieurs déclinaisons en live, notamment l'excellent Live from KCRW, capté à Santa Monica à l'automne 2013, ainsi que le documentaire 20,000 Days on Earth, un an plus tard. Un mot de la couverture noire et blanche très arty du disque. On voit Cave cintré dans un costard entièrement noir, lui-même étant situé dans une pièce toute blanche. Des fenêtres laissent entrevoir une lumière extérieure. Au centre de l'image, une croix semble se dessiner à travers des volets mi-clos. Et sur la partie droite du cliché pris par Dominique Isserman, une femme entièrement nue, le visage masqué par une épaisse chevelure, se rapproche du chanteur sur la pointe des pieds. Il s'agit de Susie Bick, la propre femme du chanteur. Symphony Orchestra.
Le mois prochain, il sera question de ballades meurtrières, l'album Murder Ballads datant de 96. D'ici là, bonjour chez vous. 10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. L'émission précédente de 10 minutes chronique était consacrée à Andy Warhol. Aujourd'hui, il sera question de Jean-Michel Basquiat. Ce choix n'est pas dû au hasard. En 1984, Warhol, artiste sacralisé de l'avant-garde new-yorkaise depuis déjà 20 ans, connaît une période de déclin. Un galeriste, Bruno Bischoff-Berger, a l'idée d'un projet qui associe un travail commun entre Warhol, Basquiat et un autre artiste, Francesco Clemente. L'exposition intitulée « Collaboration » ne reçoit pas un grand succès. Pourtant, Basquiat et Warhol continueront à travailler ensemble jusqu'en 1985 pour aboutir à environ 160 peintures communes, l'un commençant un tableau, l'autre apportant sa touche, au risque parfois de rendre méconnaissable ce que le premier avait réalisé. Andy Warhol a déclaré « Je pense que ce que nous faisons ensemble est bien meilleur quand on ne sait pas qui a fait quoi. » Pourtant, ce qu'on appelle collaboration n'a pas toujours été reçu avec bienveillance par la critique. En février 1985, Max Wechsler déclare « Est-ce là le résultat d'une fascination réciproque des artistes devant l'œuvre de l'autre, ou le produit d'une lubie, d'un désir d'amusement ou d'aventure ?» Un autre critique, Léonard Emerling, écrit de son côté « On trouve trop de facilité dans leur dialogue. Les deux artistes sont trop entichés d'eux-mêmes. » Victor Bockris, biographe de Warhol, a peut-être une explication à cela. À la fin, dit-il, on aurait dit que chacun d'eux avait vampirisé le travail de l'autre. En France, l'exposition Basquiat-Warhol à 4 mains en présentait en 2023 80 tableaux à la Fondation Louis Vuitton. Fin 2018, dans le même lieu, s'est déroulée une grande exposition Basquiat, dont je vous propose maintenant d'entendre en rediffusion l'émission du 13 janvier 2019 qui lui a été consacrée. Aborder l'œuvre de Jean-Michel Basquiat est s'affronter à une chose qui paraît à la fois familière et énigmatique. Dans les salles blanches et lumineuses, sur 4 niveaux, se succèdent dessins et grands formats, explosions de couleurs, succession d'inscriptions, mélange de mots et de traits. Après un premier choc visuel, il s'agirait peut-être de comprendre, de décrypter. Même si on est tenté de simplement se laisser imprégner par ce que l'on voit et par ce que cela suggère. Une énergie, une liberté, une véhémence. Au fur et à mesure du parcours autour de ces murs, une rage, un lâcher-prise, une sorte d'écriture automatique se déploie, liée à des émotions et des convictions fortement établies. Car ce qui ressemble d'abord à un fouillis et quelquefois à des représentations incompréhensibles, mélange de personnages, d'objets, de scènes hermétiques, cela transmet exactement l'état d'esprit et le ressenti de l'artiste, au-delà de tout message. Car une œuvre de Jean-Michel Basquiat n'est pas une représentation ou une description, c'est un récit, non linéaire, éclaté, celui d'une situation, de réalité vécue, c'est une explosion. Jean-Michel Basquiat est né à New York, à Brooklyn, en 1960, fils d'un père haïtien et d'une mère d'origine portoricaine, dans une classe moyenne, aisée. Le père est absent la plupart du temps à cause de son travail. À la maison, il est violent. À l'âge de 7 ans, Basquiat est hospitalisé après un accident et une opération. Il subit une ablation de la rate. Sa mère lui offre alors un livre d'anatomie, sans doute pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe dans son propre corps. Il s'en souviendra. Ses parents se séparent peu après cette époque. Après un nouvel épisode de violence de la part de son père, Basquiat quitte la maison familiale, il a 15 ans.
Marginal, sans aucun doute. Cependant, ce qu'il a reçu culturellement auparavant aura une importance dans l'œuvre à venir. Le père est un fou de jazz dont les échos emplissaient en permanence l'appartement. La mère emmenait son fils dans les grands musées de New York. Le reste dès lors se fera dans la rue. Le destin artistique de Basquiat commence donc par des graffitis sur les murs de Soho, partout où ils sont les plus visibles, près des lieux d'exposition et propres à être remarqués. Il crée avec des amis un groupe de musique dont la particularité est qu'aucun d'entre eux ne sait jouer d'un instrument. Ils font donc uniquement du bruit. Très vite, rompant les liens avec toutes ces activités, Basquiat peint. Sur n'importe quel support, puisqu'il n'a pas d'argent pour acheter des toiles. Il se fournit donc dans les immeubles délabrés et les chantiers, récupère des portes, des panneaux de bois, des frigos abandonnés dans des décharges. C'est pour lui le début d'une ascension fulgurante. Cette période est très particulière, une charnière dans l'histoire de l'art américain. C'est le tout début des années 80. Ce ne sont pas les musées mais les galeries qui consacrent les talents. Du côté du public, se rendre au vernissage, dans les galeries en vogue, visiter les ateliers d'artistes devient indispensable pour une certaine couche de la société. C'est une question de standing. Chaque galériste pousse ses poulains, chaque collectionneur craint de passer à côté de l'artiste dont il faut absolument posséder des œuvres. Les galeries se multiplient. Le marché de l'art explose. Beaucoup d'argent circule. Les galéristes deviennent eux-mêmes des stars, au même titre et parfois davantage que les artistes qu'ils représentent. Devrait-on dire dont ils exploitent l'œuvre. Car les tableaux circulent, sont vendus et revendus, les cotes montent et la valeur artistique est dépassée par sa valeur marchande. Pour les riches collectionneurs, l'art est un placement. Basquiat est arrivé à ce moment. Et la conscience de l'exaltation dont il est l'objet, la frénésie autour de son travail, la place qu'on lui donne au milieu de cette folie ne lui échappe pas. L'argent dans le milieu de l'art, le cynisme des marchands, le fait que la commercialisation de son œuvre lui échappe totalement, ses motifs deviennent ceux de sa création. À cela s'ajoute la position que lui assigne la société, celle d'un noir, génial, indomptable, qui crée un univers renversant. Paradoxalement, on peut penser que l'engouement fulgurant pour sa personne a été l'effet d'un racisme latent. Basquiat a défini son travail comme traitant à 80% de la colère, et on ne peut pas en douter quand on voit les traits rageurs qui le composent comme des fulgurances. Quand on examine les thèmes de sa peinture, on comprend que cette colère vient du sentiment aigu de l'injustice et du mépris qui sont réservés aux Noirs dans une société de Blancs. Lui-même adulé, se sent profondément méprisé, la plupart du temps réduit à sa négritude. Il dit « Ils m'aiment parce qu'ils me prennent pour un homme singe sauvage ». C'est ce mélange de colère et de douleur qui, chez Basquiat, prévaut à l'impression d'incohérence et d'incongruité. La couleur jetée sur son support avec violence, urgence, à la fois parce qu'il y a tant de choses à dire, à dénoncer, et parce que cette dénonciation acharnée et réitérée semble n'être entendue de personne, ni ne la voit. Ces silhouettes faites de grands traits croisés, aux yeux vides ou hallucinés, ces dents prêtes à mordre ou qui ressemblent à des grilles, comme pour décrire une parole prisonnière. Ces corps moitié chair à vif, moitié squelette, accompagnés de textes, de listes de mots, qui sont autant de messages a priori hermétiques. Tout cela est de la colère et de la douleur. Basquiat rend hommage aux grandes figures noires de la boxe dans plusieurs compositions. Mohamed Ali, Sugar Ray Robinson, Joe Frazier, et aussi Joe Louis, qu'il représente assis sur un tabouret, couronné d'une auréole, alors que derrière lui les figures avides de son coach et d'autres personnages le guettent. Ceci accompagné d'un message, tracé en lettres vertes grossières et irrégulières, le Saint-Louis dominé par des serpents. Il célèbre aussi les jazzmen noirs tels que Miles Davis, Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Ceci en particulier dans un tableau intitulé Discographie 1, où il établit en lettres blanches sur fond noir une liste de leurs noms, accompagnée de plusieurs titres de morceaux de Charlie Parker. Billy's Bounce, Now the Time, tracé plusieurs fois.
L'autre thème répétitif est celui de la rue, dans des sortes de flashs de violence, accidents, attaques de la police, un univers chaotique. Quant aux portraits, ils sont nombreux, expression d'une révolte impuissante, d'une furie sans issue. Autoportraits exaspérés, cheveux hérissés, yeux vides et large bouche aux dents serrées. Parmi tout cela, on devine toutefois le sarcasme de celui qui a bien compris ce qui mène le monde, en particulier le milieu artistique, et qui pourtant joue le jeu, puisque c'est la seule façon qu'il a de dénoncer la domination de l'argent, l'exploitation dont lui-même est l'objet et le racisme que l'on feint de ne pas voir, et dont il est, malgré cette sorte de culte qu'on lui voue, le prisonnier. Jean-Michel Basquiat voulait être connu, être aimé. Il a gagné beaucoup d'argent que ses galeristes lui versaient en liquide. Il est mort d'une overdose en 1988. Viva Culture prend des vacances, 10 minutes chronique aussi. Je vous donne rendez-vous pour commencer la nouvelle saison le 14 septembre. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de Marius Guillet, qui est peintre et illustrateur. Bonjour Marius. Bonjour Annie, enchanté. Merci de m'interviewer. Est-ce une vocation qui vous vient de l'enfance ? Alors oui, tout à fait. Je dessine depuis que je suis vraiment tout petit. Dans mes souvenirs, ma mère et mes grands-parents m'ont montré des dessins quand j'avais 3 ou 4 ans. Je dessinais beaucoup des dinosaures, des navettes spatiales, des batailles avec des guerriers. Et donc, oui, tout à fait. Moi, j'ai cette passion-là depuis tout petit. Mais bon, je ne pensais pas en faire un métier, évidemment, quand j'étais enfant. Mais au fur et à mesure de mes études, je me suis finalement orienté vers un bac art appliqué, donc pour apprendre le design. Et suite à ça, j'ai fait des études d'art, tout à fait. Et donc, vous n'êtes pas du tout autodidacte, vous avez suivi des études dans une école ? Oui, en effet, j'ai été autodidacte en tout cas dans l'enfance, parce que il était hors de question quand j'étais petit de prendre des cours de dessin, ce que je ne voulais pas qu'on m'oblige à dessiner dont je n'avais pas envie. Donc j'étais autodidacte, on va dire entre guillemets, quand j'étais plus jeune. Mais en effet, donc j'ai fait un bac art appliqué où j'ai commencé à apprendre les bases du dessin, un peu, disons, les bases de dessin académique, on va dire. Puis je me suis dirigé vers des études de mode, option de design textile, dans une école à Paris qui s'appelle Olivier de Serres. Donc là-bas, on apprend à faire des motifs, à imprimer des tissus, ou même du papier d'ailleurs. On apprend à tricoter, on apprend à tisser. Mais moi, mon premier amour, c'était vraiment l'image et le dessin. Donc suite à un Erasmus en Espagne, dans la ville de Barcelone plus précisément, j'ai suivi un genre de licence en illustration dans une école à Barcelone qui s'appelle Massana, et c'est donc là-bas que j'ai appris mon métier. Vous êtes resté longtemps, je crois, à Barcelone. Et au total, quasiment 4 ans. Vous avez travaillé, ou vous travaillez toujours peut-être dans des magazines ?
Tout à fait. Je travaille depuis plusieurs années pour plusieurs rédactions différentes. Donc surtout des revues, pas de journaux encore, malheureusement, pas de journaux quotidiens, ce qui pourrait beaucoup m'intéresser. Mais oui, je travaille pour plusieurs magazines. Récemment, j'ai travaillé avec le magazine SoFoot, par exemple, un magazine évidemment sur le football, où j'ai réalisé plusieurs couvertures, dont une sur l'équipe de France l'année dernière. Et encore plus récemment, je travaille avec un magazine économique suisse qui s'appelle Bilan, pour lequel je fais des couvertures et des illustrations d'articles également. Vous avez fait des affiches pour le HAC aussi. Tout à fait. Donc moi je suis havrais de naissance, j'ai grandi ici, mais je suis parti faire mes études puis vivre à Paris pendant quasiment 15 ans. Je suis revenu il y a 2 ans maintenant dans ma ville natale, j'en suis ravi, et j'avais à cœur évidemment de travailler localement, de m'ancrer localement, aussi bien pour me faire connaître que pour faire rayonner un peu la ville, quoi. Et donc j'ai eu l'opportunité avec plusieurs autres artistes locaux de réaliser une affiche de match, en effet. On était 5 à faire ça, et donc moi j'ai fait l'affiche du match contre Lyon. Et peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est une grande affiche avec un joueur du HAC qui chevauche un lion, justement. Vous travaillez aussi pour une maison d'édition étrangère, d'ailleurs. Alors non, c'est une maison d'édition française, mais qui publie des romans étrangers. Ah d'accord. C'est la maison Gallmeister qui publie donc beaucoup de romans américains à la base, mais plus généralement des romans étrangers. Et ils font la part belle à des excellentes illustrations en couverture de leurs romans, surtout pour leur roman poche. C'est la collection qui s'appelle Totem. Et ça fait maintenant 2-3 ans que je travaille pour eux. Et je réalise donc des couvertures illustrées de romans. C'est des images très colorées. Ça me plaît beaucoup, c'est très intéressant. Vous avez des followers sur Instagram. À quoi s'intéressent-ils? Ils s'intéressent, j'imagine, à mon travail. Enfin, en tout cas, j'espère. Je pense que j'ai beaucoup de followers d'ici, de la ville du Havre, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'architecture Perret, sur les lumières, des couchers de soleil, sur tout un univers lié à la mer, tout simplement, que j'apprécie beaucoup, Havre, qui m'inspire énormément. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'Havrais qui me suivent pour ça, parce que j'essaie de représenter de la plus belle des manières leur ville. C'est surtout sur les changements de couleur du ciel, comme les impressionnistes en fait. La comparaison est un peu trop flatteuse, mais merci. Oui, tout à fait, on a une région où la lumière est juste incroyable, selon l'heure de la journée, selon la saison même. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'image, dans la peinture, au-delà du motif du dessin, moi, c'est vraiment la couleur qui m'intéresse. Donc ça m'inspire énormément ici. Effectivement, vos peintures sont colorées, j'en ai vu. Et les ateliers pour enfants? Oui, je travaille également depuis que j'habite au Havre aussi également. Je collabore avec des établissements scolaires, essentiellement des écoles primaires. D'ailleurs, je vais travailler avec des enfants toute la semaine prochaine à l'école Massillon, par exemple. C'est juste à côté. Tout à fait. Et je fais, des ateliers créatifs, toujours à visée pédagogique, évidemment, avec des petits entre, on va dire, 6 et 9 ans. Et c'est quelque chose qui me change un peu de mon quotidien à l'atelier, qui est quand même assez solitaire. C'est très intéressant de transmettre un petit peu, de donner envie de dessiner à des tout petits. Où est-ce que vous exposez vos travaux? Parce que vous avez exposé au Hangar Zéro. Tout à fait. Alors le Hangar Zéro, c'était une petite exposition temporaire d'un mois. C'était l'année dernière, je crois bien. J'expose de manière plus permanente dans la boutique Oscar et Auguste, qui est une boutique de créateurs qui se trouve dans le quartier Saint-Vincent.
avec des superbes créatrices, des bijoutières, des céramistes, il y a de la reliure, il y a énormément de choses, de l'illustration, il peut y avoir de la photo, de l'objet. Et moi j'expose en effet quelques dessins originaux et toutes mes affiches, essentiellement sur le Havre pour le coup, vu que la boutique est ici. Vous avez des projets ? Alors en ce moment, oui, j'ai des projets. Comme je vous le disais, je travaille donc pour une maison d'édition et j'ai appris tout simplement il y a 2 jours qu'il me chargeait de réaliser 2 nouvelles couvertures de romans. Donc je dois mettre la salle en ce mois de juillet. Mais j'ai un projet qui me tient... Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Pour les livres, vous êtes obligé de les lire ou... Alors pas du tout. J'ai le droit de les lire, en effet, mais le problème c'est que les délais sont en général très courts. On me demande de faire une couverture de roman, et en général j'ai une petite semaine pour la faire. Oui. Du coup, entre déjà mes projets à côté, le projet en soi qui me prend du temps, et le délai court, c'est en général assez juste pour lire le roman. Donc ce qui se passe en général, c'est que la directrice artistique qui me passe commande, me fait un brief, m'explique, me donne un résumé du livre, et en général ils savent déjà ce qu'ils veulent un peu, ils ont des idées, donc non, c'est pas obligé de lire le livre. Pour la presse, c'est quand même beaucoup plus intéressant de lire l'article. Pour un livre, non, on peut donner une idée générale, une ambiance, plutôt que de décrire exactement ce qui se passe dans le livre. Et un autre projet ? Oui, en effet, donc le plus gros projet là, qui m'attend pour l'année à venir, c'est qu'il y a une nouvelle école d'art appliqué qui va ouvrir au Havre, une école qui s'appelle MJM, c'est un groupe d'écoles qui a plusieurs campus en France, dont Paris, Lille, je crois bien Marseille, Bordeaux et d'autres villes, et ils ouvrent un campus havrais, donc au mois d'octobre, et à ma grande surprise, je vais être très honnête avec vous, j'ai été sélectionné pour être professeur d'illustration là-bas. Digital, je crois. D'illustration digitale, tout à fait. Donc on va faire des images sur ordinateur et sur tablette, essentiellement. Et donc voilà, donc c'est mon challenge de l'année à venir, c'est de devenir professeur, parce que ça va être la première fois. Qu'avons-nous oublié ? Avez-vous autre chose à dire ? Je tenais à vous remercier, Annie, déjà, pour l'interview. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et non, je peux faire peut-être juste un peu de promo en disant que vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram en tapant Marius Guillet, G-U-I-E-T, ou bien tout simplement Marius-illustration. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça me ferait toujours plaisir qu'ils découvrent ce que je fais. Avez-vous d'autres adresses ? Non, pas en ce moment. Facebook, vous faites pas beaucoup de... Non, je ne publie plus sur Facebook depuis assez longtemps. Non, ça va être mon Instagram où vous pouvez me contacter. Eh bien écoutez, je vous remercie. Mais de rien, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Annie, au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Lucie Cauvin et Mathieu Le Chevalier. Je vous donne rendez-vous après un très très bon été, le 31 août, pour une nouvelle saison de Viva Culture. Rejoignez-nous, pensez à adhérer ou réadhérer. Au revoir.